Guten Abend, allegour. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre troisième journée de nos rendez-vous sur la psychose organisée par l'AFPL-ASPL. Je rappelle que l'AFPL signifie Association des familles ayant un proche atteint de psychose au Luxembourg. Nous sommes une association sans but lucratif et nous organisons tous les ans des journées donc, de la psychose avec différents intervenants. Nous sommes au comité des bénévoles, nous ne sommes pas des professionnels et nous avons tous dans nos proches, dans nos familles, un membre qui est touché par une forme de psychose. Nous avons créé l'association en 2017 car nous pensons au comité qu'il y a encore beaucoup de choses au Luxembourg à améliorer, des choses à faire pour rendre la situation dans les familles et aussi pour celle de nos proches plus simple. Ce que vous le savez peut-être n'est pas toujours facile. Il nous manque beaucoup d'informations. Nous, les familles qui sommes touchées par ces personnes qui développent une psychose. Et comme l'a dit très bien hier dans sa conférence le professeur Delespol, tout cela en fait n'est que des attributs, des aspects de la santé mentale. Et il y a parfois d'autres méthodes que les médicaments ou les séjours prolongés en hôpitaux qui peuvent apporter un bien-être à nos proches. Il a en l'occurrence parlé du networking of care, c'est-à-dire bâtir des réseaux aussi bien avec les familles, les proches, le voisinage, tout ce qui peut rendre la vie de nos proches plus agréable. C'est une méthode qui demande un peu de temps. Et dans ce réseau appartient bien sûr le personnel professionnel médical et les infirmiers. En l'occurrence, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Brigitte Schmitz, qui est infirmière psychiatrique en retraite et qui va nous parler ce soir du rôle de l'infirmier psychiatrique dans le rétablissement de la schizophrénie et éventuellement quelques perspectives avec bien sûr un point d'interrogation. Madame Schmitz, je vous laisse la parole si vous pouviez vous présenter en quelques mots et vous pouvez commencer la conférence. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Vous m'entendez là? Ok. Alors, merci à la FPL de m'avoir contacté pour cette 5e journée de la psychose dans des conditions un peu particulières dues au Covid. Alors, la 5e journée de la psychose, sous le titre « Se rétablir d'une schizophrénie » n'est plus une fiction. Alors, je me présente. Je suis infirmière psychiatrique depuis le 1er octobre 1981. J'ai fait mon BTS infirmier psychiatrique par validation des acquis d'expérience en 2010 et j'ai une expérience dans différents services de la psychiatrie, à savoir la psychiatrie aiguë, les personnes âgées, les services de réhabilitation, l'hôpital de jour, le service pour personnes handicapées mentales, le soin psychiatrique à domicile, on va en reparler, et j'ai travaillé les 4 dernières années à la direction de la santé, qui est située au même endroit que le ministère de la Santé, quelques mois dans la division de la médecine curative et dans la division de l'inspection sanitaire, qui pour le moment est beaucoup occupée suite à cette pandémie Covid. Donc, quel est le menu du jour de ce soir? Le rôle de l'infirmier psychiatrique dans le rétablissement de la schizophrénie et quelles pourraient être les perspectives. Alors, premièrement, je vais vous parler un peu de l'historique. On va voir qu'est-ce qu'est le rétablissement, le rôle de l'infirmier psychiatrique dans le rétablissement de la schizophrénie.
Premièrement, qu'est-ce que le soin psychiatrique? Et deuxièmement, quelles sont les particularités dans le soin psychiatrique? Et pour conclure, quelles pourraient être les perspectives? Je dois dire que certainement, avec le premier intervenant, M. Bob Bauer, qui parlait du SPAD, et M. Delespol hier, il y a certainement des choses qui vont être dédoublées parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent se répéter. Donc, de l'hospice central à la prise en charge extra-hospitalière des personnes souffrant de schizophrénie. Alors, je me permets de faire un petit historique très bref, un historique évidemment non exhaustif parce qu'on pourrait en parler pendant toute une soirée. Alors, l'hospice central fut créé en 1855 et je vais vous citer un extrait de l'article rédigé par le docteur Jean-Marie Spautz à l'occasion du 150e anniversaire du centre hospitalier neuropsychiatrique en 2005. Je débute la citation. Alors, l'hospice central ouvre ses portes en 1855 et est synonyme d'asile et de renfermement. Cet hospice devient maison de santé en 1901 jusqu'en 1974 pour changer à nouveau de nom par la loi cadre de 1974 et par l'ouverture de l'hôpital neuropsychiatrique de l'État. À partir des années 70, la place de monopole de l'hôpital neuropsychiatrique de l'État dans le traitement psychiatrique grand-ducal est fortement contestée. Alors, dès le milieu des années 50, la Ligue luxembourgeoise d'hygiène mentale est fondée et son centre de jour, le premier centre de santé mentale gratuit et ambulatoire, ouvre ses portes en 1960. Il sera suivi plus de 25 ans plus tard de centres similaires dans le sud et dans l'est du pays, à savoir le réseau PSY, ASBL, les pouvoirs publics ayant préféré le conventionnement d'associations régionales à l'hégémonie d'une seule d'entre elles sur l'extra-hospitalier. L'entrée de la psychiatrie en clinique et en hôpital général s'opère à la même époque. Le premier service psychiatrique d'une quarantaine de lits s'ouvre avec l'inauguration du centre hospitalier de Luxembourg dans les années 76 à 77. Premier hôpital général du pays, employant des médecins salariés. Les cliniques privées ou communales vont suivre peu à peu et actuellement, ce réseau de cliniques privées ou communales dispose de 180 lits d'admission officielle et de 4 hôpitaux de jour qui prennent en charge toutes les admissions psychiatriques aiguës au niveau national, ceci depuis le 1er juillet 2005, où le CHNP est en fait par la loi retiré du réseau de la psychiatrie aiguë. D'autres réalisations faisaient participer l'hôpital neuropsychiatrique de manière indirecte à la politique de conventionnement tous azimuts mise en place depuis 1985 par le ministère de l'État, par le ministère de la Santé, pardon, excusez-moi. En 1978, s'est créé le CERM avec des personnes qui ont travaillé à l'hôpital neuropsychiatrique. Et Liefeld-Dobausen en 1997, 2 ASBL actifs dans le logement thérapeutique supervisé. Le CERM est l'un des 3 partenaires fondateurs de l'ATP ASBL qui gère aujourd'hui plusieurs ateliers thérapeutiques pour personnes souffrant de troubles psychiques. Le CERM ayant, il y a quelques années, fusionné avec la Ligue luxembourgeoise d'hygiène mentale. Le CLAC s'est créé. Le CLAC était une ASBL, un précurseur de l'atelier artistique actuel, et il a pris son envol en 1995, l'année de Luxembourg, ville européenne de la culture, grâce à un subside des ministères de la Culture et de la Santé. Et en 1985, on a vu l'ouverture d'une polyclinique à l'hôpital neuropsychiatrique. C'est ainsi que, fort logiquement, les grandes étapes conceptuelles
de la réforme psychiatrique annoncée depuis fort longtemps et relancée dans les années 90 ont trouvé le soutien d'une majorité des responsables et des collaborateurs de l'hôpital neuropsychiatrique. Entre autres, comme les recommandations de l'étude Effner, la première plateforme psychiatrique nationale, l'étude du professeur Bernheim sur la psychiatrie pénitentiaire et l'élaboration du nouveau statut de l'établissement du CHNP. En l'année 2001, il y a donc exactement cette année, 20 ans, sur proposition de quelques infirmiers psychiatriques et avec le soutien de la Direction générale et de la Direction des soins, a été créé le service des soins psychiatriques à domicile qui a encore aujourd'hui un rôle très important à jouer dans la prise en charge et le rétablissement des personnes souffrant de problèmes psychiatriques. Monsieur Bob Bauer, l'actuel responsable du service, vous a expliqué le fonctionnement de ce service il y a 2 jours. Si jamais il restait des questions, je suis à votre écoute, comme j'étais pendant 15 ans la responsable de ce service. Bien que l'infirmier psychiatrique ait un rôle important dans tout le parcours du patient, de l'admission à l'hôpital aigu jusqu'à sa sortie, il lui revient une très grande responsabilité dans la prise en charge à domicile du patient, et nous y reviendrons un peu plus tard. Continuons à voir qu'est-ce qu'est le rétablissement. Alors, dans son travail de fin d'études, Katia Schlepfer, une étudiante en soins infirmiers psychiatriques de la Haute École de santé de Fribourg en 2011, fait savoir, je cite, « L'Observatoire suisse de la santé signale que le nombre total d'hospitalisations tend à baisser alors que le nombre de réhospitalisations des mêmes patients, lui, augmente. Ainsi donc, la volonté d'accueillir les malades psychiques dans la société n'est pas si simple à mettre en œuvre. Ainsi, selon l'Observatoire suisse de la santé en 2006, l'intégration des personnes souffrant de maladies psychiques serait moins bonne de nos jours qu'il y a quelques années. Ils sont parvenus à de telles conclusions en consultant les fichiers de l'état civil et ceux concernant le statut professionnel des patients. Ils y ajoutent que la part des patients travaillant à temps complet ou partiel a fléchi de 26,4%. Un rapport sur les effectifs des rentiers de l'assurance invalidité, toujours en Suisse, en 2009, démontre également de manière significative le pourcentage élevé de patients schizophrènes à qui on a reconnu une invalidité de 70 à 100%. Par ailleurs, dans un autre rapport de cet Observatoire suisse de la santé en 2007, nous découvrons que la part des rentes invalidité allouées à des personnes souffrant de maladies psychiques est en nette augmentation. En effet, en 2005, 37% des rentes de l'assurance invalidité en Suisse étaient allouées pour des maladies psychiques contre 20% en 1986. Cette réalité met en évidence qu'il ne suffit pas de vouloir intégrer les malades psychiques pour réussir cette intégration. Les psychiatres, les psychologues et les infirmières en santé mentale tentent de remédier à cette situation en faisant des recherches et en explorant d'autres pistes d'intervention, ceci toujours en Suisse. Ainsi, au cours de la dernière décennie, les professionnels de la santé et les décideurs ont manifesté leur intérêt pour le développement de connaissances et d'interventions thérapeutiques axées sur le rétablissement. Une nouvelle expérience thérapeutique que nous allons développer maintenant. Cette notion du rétablissement, bien connue des soins somatiques, reste encore discrète en santé mentale. Noiseau et Ricard ont d'ailleurs soulevé ce manque de définition précise du rétablissement en santé mentale dans leur recherche qui s'intitule « Le rétablissement de personnes vivant avec la schizophrénie » et qui a été publié en 2005. Le ministère de la Santé et des Services sociaux canadiens, intéressé par le rétablissement et visant le développement de celui-ci, a adhéré à la définition de Thomas Kirk. Cette dernière comprend le rétablissement comme étant
le processus qui permet à l'individu malade de développer ou de restaurer une identité positive et riche de sens malgré la condition qui l'afflige, puis de reconstruire sa vie en dépit ou dans les limites imposées par son état. C'est d'un texte de Gendreau en 2010. À cette approche s'ajoute celle de Provencher, qui dit du rétablissement qu'il s'agit d'une expérience très subjective. Elle varie d'une personne à l'autre et la même personne se rétablira de façon différente au fil du temps, en lien avec les changements de son projet de vie. Comme le sous-entendent ces deux conceptions, le patient est l'acteur principal de son rétablissement. Ce constat est l'un des postulats majeurs de la théorie du rétablissement, c'est-à-dire le pouvoir d'agir. Autrement dit, comment retrouver une influence sur son environnement et sur soi-même malgré une présence de maladie psychique. Fin de citation. Dans un article paru récemment dans le journal allemand Psychiatrische Pflege, Ruth Ahrens décrit le rétablissement comme suit. Le rétablissement est un processus d'affrontement de la personne concernée avec sa maladie qui mène au fait que malgré ses problèmes psychiques, elle est capable de mener une vie satisfaisante, optimiste et active. Ceci a été décrit aussi par Ammering et Schmolke en 2011. C'est plus qu'assumer ses symptômes. Ce n'est pas non plus une guérison complète, car dans beaucoup de cas, la maladie et la vulnérabilité peuvent persister. La personne concernée peut malgré tout mener une vie satisfaisante. Il s'agit de surmonter l'influence négative de la maladie psychique, bien que la maladie puisse persister. Le rétablissement signifie le changement de la personne par la maladie. C'est la balance entre jadis, j'étais en bonne santé, entre-temps, j'étais malade, maintenant, je suis de nouveau en bonne santé et il m'est arrivé quelque chose, je ne suis plus la même qu'avant la maladie. Les personnes concernées font l'expérience de savoir se dépasser par le fait d'être malade et de développer un nouveau sentiment d'importance et de valeur dans leur vie. Ça, c'est le rétablissement. Fin de citation. Venons maintenant au troisième chapitre de notre menu du jour, le rôle de l'infirmier psychiatrique dans le rétablissement de la schizophrénie. Alors, il faudrait parler d'abord, qu'est-ce qu'est le soin psychiatrique, qui n'est absolument pas à confondre avec des soins que fait un infirmier en soins généraux, ni avec d'autres spécialités. Alors, l'association allemande BAP, qui est une Bundesinitiative ambulante psychiatrische Pflege, donc une association qui s'occupe de soins, des doléances des soins psychiatriques à domicile, où j'ai d'ailleurs fait partie du comité pendant quelques années, décrit une des missions principales du soin psychiatrique comme suit. Et j'ai fait une traduction, c'est conformément au sens, car la traduction mot par mot n'est pas toujours évidente, mais je vais après aussi, dans ma présentation PowerPoint, vous la montrer en allemand. Donc, l'infirmier psychiatrique accompagne et soutient la personne qui lui est confiée dans son processus d'adaptation pour rester dans un équilibre psychique, physique et social, ou bien retrouver un nouvel équilibre si la personne doit vivre avec son handicap psychique. Les maladies psychiatriques sont toujours accompagnées de troubles relationnels. La conséquence est que pour beaucoup de malades psychiques, ils vivent dans un isolement prononcé et n'arrivent plus à nouer des contacts humains importants avec autrui. C'est pourquoi le processus relationnel est la base nécessaire des soins psychiatriques. La planification des interventions psychiatriques s'oriente aux ressources ainsi qu'aux problèmes du patient, ce qui signifie qu'il s'agit d'un soin individuel
individualisé, réfléchi, planifié et ensuite évalué. Évalué entre professionnels, mais bien sûr avec la personne concernée. La commission d'experts du gouvernement fédéral d'Allemagne a défini le soin psychiatrique en 1988 comme suit. Je vous le montre en allemand, mais je vous le traduis. Le soin psychiatrique doit se différencier du soin somatique par le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une aide lors des activités de tous les jours dans le cas d'un besoin, ou encore de réaliser des prescriptions médicales telles que préparation de médicaments ou de pansements. Par contre, le soin psychiatrique signifie aider le patient pour qu'il comprenne les règles qui sont à la base du respect pour soi-même et des relations interpersonnelles, et qu'il reconnaisse cet élément comme base de son propre répertoire d'agir et qu'il puisse l'appliquer. Un autre homme de la médecine, Victor von Weizsäcker, qui est considéré comme un des fondateurs de l'anthropologie médicale. Monsieur Weizsäcker a vécu de 1886 à 1957. Je trouve que c'est très important de voir depuis combien de temps on parle du rôle de l'infirmier psychiatrique. Il a défini le rôle de l'infirmier psychiatrique de la façon suivante. Le soignant est moins un acteur, mais plutôt un activateur. Le soignant n'offre pas des soins parce qu'il sait mieux quels sont les besoins des malades, mais il aide le patient à reconnaître et à développer son auto-assistance. Il intervient seulement au cas où le malade n'y parvient pas seul. Le soignant ne prend pas la décision pour le malade, mais il assiste le malade dans le processus d'une prise de décision. Il n'agit pas pour satisfaire les besoins des malades, mais il assiste le patient à satisfaire ses propres besoins. Bien que le rétablissement de la personne souffrant de schizophrénie commence dès l'admission à l'hôpital aigu, et là je rejoins le conférencier de hier, ce n'est qu'en ayant atteint un certain équilibre après la crise aiguë que la personne est réellement accessible pour travailler ensemble avec l'équipe multidisciplinaire et est prête à préparer sa sortie. Après la sortie de l'hôpital, la personne concernée n'est idéalement pas livrée à elle-même, mais suivie par des professionnels de santé mentale expérimentés. Dans la pratique actuelle de la prise en charge des personnes atteintes de schizophrénie, l'infirmier psychiatrique a un grand nombre de tâches à accomplir que je vais vous énumérer parce que je trouve que c'est très intéressant et pas souvent connu par le public. Construire une relation professionnelle stable et durable avec la personne concernée. Observer, définir et documenter les besoins d'aide et leur évaluation, ce qui s'appelle le processus des soins. Aider à assumer les activités de la vie quotidienne, que ce soit l'hygiène corporelle, faire des courses, faire la cuisine, aide à différentes démarches administratives, mais non pas pour le patient, mais avec le patient pour augmenter le plus possible son autonomie. Aider la personne à créer une structure quotidienne de soutien, donc avoir un plan, qu'est-ce que je fais toute la journée et qu'est-ce qui pourrait structurer ma journée pour que je ne tombe pas dans un vide. Percevoir et observer l'état de santé et son développement. Soutien dans le traitement médical. Soutenir et engager la propre responsabilité de la personne par des entretiens réguliers. Promouvoir une prise en charge consciente et active de la maladie ou de la déficience par des informations et des conseils. Reconnaître les situations de crise, par exemple des problèmes familiaux, la suicidalité, quelque chose de très important. L'intervention précoce en cas de crise,
Ceci pour éviter des admissions aiguës en catastrophe, c'est-à-dire s'il y a des interventions précoces possibles en cas de crise, on peut toujours, comme on ne peut jamais éviter l'hospitalisation complètement, accompagner le patient, et ces hospitalisations peuvent se passer dans un cadre beaucoup plus agréable et acceptable pour la personne concernée. Intégrer, conseiller et soutenir activement les proches et le réseau social de la personne. Coordonner et proposer des offres d'aide. Promouvoir la compliance au traitement médicamenteux ainsi que l'utilisation responsable de ces médicaments. Connaître et reconnaître les effets ainsi que les effets secondaires des médicaments. Soutien pratique de la personne pour qu'elle puisse atteindre ses buts. À mon avis, le rétablissement de la schizophrénie, et ça on a entendu hier aussi, se fait surtout et avant tout dans un environnement naturel, c'est-à-dire au domicile, au lieu de vie de la personne concernée. C'est dans cet environnement, aux exigences accrues, que l'infirmier psychiatrique doit savoir s'affirmer. La BAP, donc la Bundesinitiative ambulante psychiatrische Pflege, fait les réflexions suivantes. Comme les interventions ont en général lieu seules, c'est-à-dire l'infirmier va seul au domicile du patient, sans la sécurité d'une institution, l'infirmier psychiatrique doit être capable d'évaluer de manière très différenciée chaque situation de la personne et de travailler et d'agir de façon autonome. Comme on n'a pas toute une équipe derrière soi, on doit être capable de prendre des décisions autonomes. L'infirmier psychiatrique doit juger si les soins et les aides proposées sont utiles, si le patient est adéquatement pris en charge ou s'il faut faire intervenir d'autres services supplémentaires. Pour ce faire, l'infirmier psychiatrique doit faire preuve d'un haut niveau de responsabilité personnelle et d'autonomie et doit être prêt à reconnaître ses propres capacités et déficits à travers des réflexions critiques et développer continuellement sa pratique professionnelle par des formations continues tout au long de son parcours professionnel. Étant donné que le soin psychiatrique ambulatoire a lieu dans le milieu de vie du patient, le soignant est directement confronté avec son mode de vie, avec le mode de vie de la personne concernée. Comme la relation professionnelle est la base du soin psychiatrique, le soignant doit être capable d'accepter les différents modes de vie, aussi exceptionnels qu'ils soient, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Repenser de façon différenciée ses propres valeurs est la base de toute action intégratrice, non discriminatoire et non condescendante qui répond aux besoins complexes des personnes prises en charge. Comme les soignants interviennent seuls, dans un cadre intime et privé chez les patients à domicile, ils sont censés agir avec respect et réflexion, surtout en ce qui concerne le problème de la proximité et de la distance. Et je parle de la proximité et de la distance thérapeutique. Les soins psychiatriques à domicile s'orientent aux ressources individuelles des patients et aux offres existantes dans les communes. Afin de connaître et d'utiliser ces ressources, les soignants sont censés établir une collaboration étroite avec le patient et son entourage. Afin d'offrir une prise en charge complète et intégrative, il est indispensable que les soignants connaissent à la fois la législation afférente, les différentes offres de la communauté, les institutions et les opportunités de soutien qui sont disponibles dans la région pour aider les patients et leurs familles. Alors, quelles sont les particularités du soin psychiatrique? Le soin psychiatrique à domicile vise les personnes qui acceptent une telle prise en charge de façon volontaire.
Cet accord est un aspect très important car les soignants sont dépendants du fait que les patients leur ouvrent la porte et qui participent aux interventions. Cette situation particulière, qui contraste avec la situation lors d'une prise en charge hospitalière où les soignants ont le droit de domicile, mène à une modification des relations entre le soignant et le soigné. Les patients et les soignants négocient d'un commun accord quelles offres sont indiquées et de quelle manière sera procédé. Le soin psychiatrique à domicile est un pilier important dans l'autodétermination des patients dans le cadre de la prise en charge psychiatrique. On en vient aux perspectives. Et j'ai mis un point d'interrogation, un point d'exclamation pour voir ce qui pourrait nous intéresser tous, les familles, les usagers, les professionnels. Alors, en prenant en considération toutes les réflexions qui précèdent, on peut très bien comprendre que les discussions actuelles au Luxembourg sur la revalorisation des professions de santé et de leur importance comme profession essentielle, comme l'a démontré très bien la crise sanitaire actuelle, et dans notre cas spécifique, la profession de l'infirmier psychiatrique, doivent être revues à la loupe. Il ne s'agit pas seulement de mieux considérer une profession, mais de la rendre attractive pour des futurs étudiants pour pouvoir remédier à la grande pénurie d'infirmiers et d'infirmiers spécialisés. Actuellement, la plupart des services psychiatriques en milieu hospitalier ne comptent que 10% d'infirmiers spécialisés en psychiatrie dans leur effectif global, ce qui est inadmissible si une prise en charge de qualité est le but à atteindre. On ne pourrait jamais s'imaginer un service d'anesthésie ou de réanimation fonctionner avec un pourcentage aussi réduit d'infirmiers spécialisés dans ce domaine des soins. Il est absolument nécessaire d'introduire un quota minimal obligatoire d'infirmiers spécialisés à respecter pour chaque spécialité. L'idée d'intégrer les études infirmières à l'université est une piste à poursuivre, surtout qu'elle permettra enfin de faire des recherches en soins infirmiers, ce qui est actuellement négligé au Luxembourg, cela au détriment de tous les acteurs, professionnels et usagers. À mon humble avis, je pense qu'il faudra réfléchir en même temps à une nouvelle dénomination de notre profession. La dénomination infirmier psychiatrique fait surtout référence à la maladie, mais exclut tous les autres champs d'action à côté de l'hôpital où l'infirmier psychiatrique peut intervenir comme expert en santé mentale. Il me semble opportun de changer la dénomination en infirmier spécialisé en santé mentale, comme c'est le cas en Suisse ou au Canada, pour bien démontrer le grand nombre d'opportunités qu'offre cette profession dans et pour la société. Les pays européens, c'est-à-dire la Commission européenne de l'Union européenne et la conférence ministérielle européenne de l'OMS, dans sa conférence européenne ministérielle sur la santé mentale en 2009, distinguent deux aspects de la santé mentale qui ne sont peut-être pas choisis très bien, mais je trouve que ça montre quand même bien ce qu'est la santé mentale. La santé mentale, entre guillemets, positive, c'est-à-dire l'autonomie, le bien-être, l'épanouissement personnel, et la santé mentale, entre guillemets, négative, qui regroupe deux formes. D'une part, la détresse psychologique réactionnelle, induite par les situations éprouvantes et difficultés existentielles. D'autre part, les troubles mentaux, affections psychiatriques de durée variable et plus ou moins sévères et ou handicapantes. L'Organisation mondiale de la santé promeut depuis des années un mouvement de désinstitutionnalisation dans lequel le soin en santé mentale classique sera majoritairement remplacé par une santé mentale communautaire.
Celle-ci consiste à intégrer les soins de santé mentale dans le système des premiers soins, de réadapter les patients hospitalisés sur le long terme en hôpital psychiatrique dans la communauté, mettre en œuvre des programmes de lutte contre la stigmatisation au sein des communautés, lancer des interventions préventives efficaces auprès de la population et assurer la pleine participation et l'intégration des personnes atteintes de troubles mentaux dans la communauté. J'irai même plus loin en disant ce qui est largement négligé au Luxembourg, d'intégrer des usagers dans les différents conseils d'administration des hôpitaux psychiatriques ou des services de psychiatrie pour pouvoir profiter de leur expertise dans les applications des soins. Le changement de dénomination de notre profession pourra donc non seulement rendre la profession plus attractive, mais pourrait aussi contribuer à la déstigmatisation de la personne atteinte de troubles psychiques et de son entourage. Pour permettre tous ces changements, il faudra bien sûr adapter aussi les attributions actuelles qui ne correspondent plus du tout aux réalités sur le terrain, en intégrant dans les groupes de travail organisés par les autorités compétentes des professionnels du terrain et des experts en soins psychiatriques. Un exemple, l'article 7 du règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique en est un exemple particulièrement frappant de ces attributions désuètes. Cet article dit, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire et sur prescription médicale écrite, l'infirmier psychiatrique peut effectuer des entretiens à visée thérapeutique. Donc, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire qui n'a pas lieu au domicile dans la communauté, sur prescription médicale écrite, ce qui n'est pas toujours évident, j'en reviens, l'infirmier psychiatrique peut effectuer des entretiens à visée thérapeutique. Si à la limite, une ordonnance médicale pour un entretien à visée thérapeutique pourrait encore être intégrée d'office dans un standard de soins à l'hôpital même, parce que tout est protocolé à l'hôpital, ce n'est plus praticable dans le cadre des soins psychiatriques à domicile. Cet entretien, qui est clairement enseigné pendant les études, doit faire partie du rôle propre de l'infirmier. Il va de soi que dans un processus de soins établi pour les besoins individuels d'un patient, l'infirmier spécialisé a les compétences nécessaires de juger s'il y a lieu de faire un entretien à visée thérapeutique, un entretien de soutien, un entretien d'accueil, etc. Toutes ces méthodes d'entretien font partie du curriculum des études. Dans le cadre des soins ambulatoires, ces ordonnances dont on parle dans la législation font très souvent défaut, ce qui met l'infirmier psychiatrique dans une situation illégale, un fait qui ne peut pas être une volonté politique. Pour conclure, avec une note positive, je suis d'avis que tous les acteurs, à savoir les personnes concernées par une maladie ou un dysfonctionnement psychique, donc les usagers, tous les professionnels de la santé et les décideurs politiques, tous les proches des usagers pourront arriver ensemble à une amélioration du système de la santé mentale au Luxembourg. Et comme disait Glenn Close, une actrice, scénariste et productrice américaine, ce dont la santé mentale a besoin est plus de lumière du soleil, plus de franchise et plus de conversations ouvertes. Et pour terminer, la citation de Marc Lévy, « Rien n'est impossible, seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. » Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Schmitz, pour cette présentation très intéressante. J'ai noté votre dernière remarque avec les choses impossibles qui ne sont pas une vue de l'esprit, mais quelque chose comme cela. Cela me fait penser à une citation de Mark Twain qui disait
ils ont réussi à le faire parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Oui, on pourrait dire ça aussi, oui. Très bien. On a déjà quelques réactions, quelques remarques suite à votre conférence. Une personne demande, donc vous aviez démontré le rôle de l'infirmier psychiatrique, bien sûr, dans l'accompagnement des personnes qui ont des troubles de santé mentale. Et ce n'est qu'un élément, bien sûr, de tout ce qui peut aider à favoriser le rétablissement. Et cette personne demande, à votre avis, vous qui avez travaillé dans ce milieu de nombreuses années et également à la direction de la santé mentale à Luxembourg, est-ce qu'il y a, on peut expliquer pourquoi justement il n'y a pas plus de personnel étudiants qui se dirigent vers les professions de santé mentale dans la psychiatrie? Ça, c'est une question qui est difficile à répondre. Je ne connais pas les questions, les réponses. Je peux m'imaginer que peut-être quand on ne fait pas des stages ou qu'on n'a pas éveillé l'intérêt pour la psychiatrie pendant les stages, que c'est difficile de s'orienter. Souvent, des infirmiers, quand ils s'orientent vers une spécialisation, c'est souvent plus des spécialités techniques comme l'anesthésie, la réanimation ou l'ATM en chirurgie. Mais je pense qu'aujourd'hui encore, la psychiatrie fait peur. C'est-à-dire que les idées que se font les gens de la psychiatrie, qui est souvent due à une mauvaise présentation dans les médias, angoisse aussi les futurs étudiants dans une spécialité. Et ce n'est qu'en faisant des stages avec des infirmiers sur le terrain qui sont persuadés de la profession qu'ils font qu'on peut effectivement encourager les étudiants à se lancer dans cette spécialité. Ce que vous dites est tout à fait vrai, je vais y rebondir un peu plus tard. En fait, vous aviez donné, je pense, selon moi, quelques indications déjà pendant votre présentation à la question pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui choisissent, de personnel soignant qui choisissent cette spécialité. Peut-être aussi, vous aviez parlé de valorisation du métier, peut-être trouver un autre nom. Enfin, voilà, je pense que c'était des éléments que vous aviez déjà cités lors de votre conférence. Je pense qu'il ne faut pas oublier que s'il y a une stigmatisation de la maladie psychique, il y a une stigmatisation de la personne malade mentale, mais il y a aussi une stigmatisation des professionnels qui l'entourent. Donc, ça va de soi. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même navire, et c'est pour ça qu'il faudrait tous ensemble essayer d'améliorer cette façon de voir la psychiatrie et les personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Ah, Madame Schmitz, comme j'aime vous entendre dire cela, pourquoi? Parce qu'à l'AFPL, nous avons gravé dans nos objectifs effectivement la déstigmatisation. Vous avez très bien souligné qu'il y a un stigma, un tabou, une stigmatisation encore très forte, pas seulement au Luxembourg, mais dans nos pays européens et plus loin dans le monde. L'AFPL ne se concentre pour l'instant que sur le Luxembourg. Nous constatons effectivement encore aujourd'hui, tous les jours, de la mauvaise information de la part du public, et vous dites vous-même que vous le remarquez peut-être aussi du côté du personnel professionnel soignant. C'est une voie pour laquelle nous nous battons. Nous écrivons des lettres par rapport à des articles que nous voyons dans les journaux ou des personnes qui parlent sur les radios ou à la télé, qui emploient des mauvais vocabulaires qui ont évidemment un lien étroit avec la psychose et qui démontrent de manière claire, quand on connaît
un minimum de quoi on parle avec la psychose, que ces gens-là qui emploient ces mots-là n'y connaissent absolument rien dans le domaine. Donc, il y a effectivement une information à faire. Les psychoses, les schizophrénies, les bipolarités, les dépressions ne sont pas seulement des choses qu'on peut lire dans les romans ou voir ou ce que l'on voit au cinéma. Nous nous battons contre ces fausses vérités et c'est tout à fait autre chose. Et toutes les personnes du comité qui sont présentes ce soir sont là pour prouver et dire que ce n'est pas du tout ce que l'on entend encore malheureusement aujourd'hui sur les ondes et dans les médias. Merci beaucoup, Madame Schmitz, d'avoir bien précisé ce point. Je vais lire une autre question. Une personne demande, je lis la question, avez-vous remarqué une augmentation ou peut-être une diminution dans la différence des hospitalisations chez les patients déjà pris en charge par le SPAD? Donc, d'après vous, est-ce que les patients qui sont pris en charge voient des perspectives positives? Je ne pourrais pas vous citer maintenant des statistiques parce que ça fait 5 ans que je ne travaille plus au SPAD, mais pendant les 15 ans où j'y ai travaillé, je peux dire que nous avons réussi à ce que les patients acceptent leurs problèmes, leurs déficits, à ce qu'ils apprennent à vivre avec leurs problèmes et à ressentir leurs symptômes prodromiques, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai l'impression, si telle ou telle chose m'arrive, je sais qu'avec avec ces réflexions-là, je risque de retomber dans une crise. Si le patient apprend, avec l'aide de l'infirmier psychiatrique, qui est son infirmier référent, donc qui connaît très bien, avec qui il a une relation très intense, arrive à lui faire comprendre cela, la personne concernée sera d'accord de communiquer ces symptômes prodromiques, ce qui peut mener à une intervention plus rapide, c'est-à-dire que l'infirmier psychiatrique peut proposer à la personne éventuellement d'aller voir son psychiatre maintenant où il n'y a pas encore de catastrophe, où il n'y a pas encore de crise, pour discuter de son problème, ce que sans accompagnement, il n'aurait probablement pas fait. Ce qui évite aussi des hospitalisations, parce qu'on avait, je crois que M. Bob Bauer en avait parlé, le SPAD fonctionne du lundi au vendredi. Je sais du temps où j'ai travaillé, si une infirmière référente était absolument convaincue qu'un patient pourrait avoir des problèmes pendant le week-end, elle lui proposait de garder son téléphone professionnel allumé pour que la personne puisse téléphoner, et ce contact, même si ce n'était que téléphonique, pouvait déjà rassurer le patient, lui donner une certaine confiance en soi et éviter qu'il ait besoin d'aller voir un psychiatre ou d'aller dans les urgences, quoi. Et donc, cette relation thérapeutique avec l'infirmier psy est quand même très important et peut éviter aux patients des hospitalisations en catastrophe. Ce qui ne veut pas dire que le patient ne sera plus jamais hospitalisé. Ça, c'est une illusion, hein, même une utopie. Mais ça se passera toujours dans des bonnes conditions parce que l'infirmier gardera le contact pendant l'hospitalisation. L'hospitalisation sera beaucoup plus courte et ainsi le patient pourra intégrer la communauté de nouveau beaucoup plus rapidement. C'est dans ce sens-là que, effectivement, le SPAT ne peut pas éviter des hospitalisations, c'est clair, mais les hospitalisations peuvent se faire dans des conditions beaucoup plus agréables, beaucoup moins traumatisantes que ce n'était effectivement avant la prise en charge du SPAD.
Très bien, merci. Je vous soumets une autre question. Une personne, donc le titre de la conférence était bien le rôle de l'infirmier psychiatrique dans le rétablissement de la schizophrénie. Et donc, une autre personne nous demande cette fois-ci des détails plus précis et sur la profession, en l'occurrence. En tant qu'infirmière psychiatrique, Madame Schmitz, est-ce que vous avez rencontré dans votre expérience professionnelle des difficultés dans les soins ambulatoires? Question, et pouvez-vous peut-être en citer un ou deux, ou est-ce que vous vous rappelez d'une situation? Ben, il y a toujours, il y a jamais de profession sans problème, ça c'est clair. Les problèmes qu'on pouvait éventuellement trouver, c'est de voir si on est capable de, de juger une situation qu'on trouve chez une personne, si on peut la gérer seule, ou est-ce que je dois chercher de l'aide? Et on avait convenu dans notre équipe que si jamais l'infirmier sent, et c'est une question d'intuition et d'expérience professionnelle, si l'infirmier sent qu'il pourrait avoir un problème, ben, il a demandé à ce moment-là à moi en tant que responsable d'unité ou à un collègue de l'accompagner, d'aller voir un patient à deux pour voir si on pouvait effectivement l'aider. Sinon, il y a d'autres problèmes qu'on a vus, effectivement, que la personne n'était pas au rendez-vous, mais c'était parfois parce que la personne avait oublié, c'était peut-être parce que la personne ce jour-là n'avait pas envie de nous voir, mais n'avait pas le courage de nous le dire. Mais on n'a pas trouvé des très gros problèmes qui n'étaient. Tous les problèmes qu'on a trouvés pouvaient être résolus, quoi. Il y avait rien de. Le seul problème, à mon avis, qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas assez d'infirmiers psy qui font ce travail. Il n'y a que des infirmiers psychiatriques qui travaillent dans des ASBL ou dans des services qui dépendent des hôpitaux. Il n'y a pas du tout d'infirmiers qui travaillent en libéral parce que jusqu'à ce jour, il n'existe pas de nomenclature pour les actes d'infirmiers psychiatriques, ce qui est, à mon avis, une catastrophe. Mais bon, ce qui évite effectivement, ce qui empêche l'infirmier psychiatrique d'ouvrir un service lui-même pour pouvoir suivre des gens, quoi. Et sinon, il y avait, comme dans toutes les professions, des problèmes, mais qui trouvaient toujours une solution. Très bien. Une autre remarque d'un participant à propos du chiffre 10% de personnel dans un service psychiatrique, je crois que vous avez mentionné, vous vous rappelez, cette personne fait la remarque que ce chiffre n'a jamais fonctionné à aucun moment au cours des dernières 20 années au Luxembourg. Oui, c'est justement ce que vous aviez noté dans votre exposé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez on n'atteint même pas les 10% de personnel psychiatrique dans un hôpital. C'est bien cela, Madame Schmitz? Dans un hôpital général, dans les services de psychiatrie, et même à l'hôpital psychiatrique, au centre hospitalier neuropsychiatrique, on a toujours eu un manque d'infirmiers spécialisés. Je pense qu'au CRGNP, le chiffre est plus grand que 10%, mais le problème, c'est que pour pouvoir faire une démarche de qualité, je pense qu'on ne peut pas se passer, mais faute de candidats sur le marché, il faut bien quand même remplir les équipes. Je ne veux pas dire qu'une personne qui n'est pas spécialisée en psychiatrie, mais qui depuis de longues années travaille en psychiatrie et a suivi des formations professionnelles régulièrement, je ne dis pas que ces personnes ne peuvent pas faire un travail correct, hein, mais on ne pourrait jamais s'imaginer
engager un infirmier psychiatrique en service de soins d'anesthésie et de réanimation. Ce serait impossible. Donc, je pense qu'à chacun son métier, et c'est effectivement dommage, mais on a des problèmes aussi de recrutement. Comme on n'a pas assez de personnes qui peuvent être recrutées sur le marché luxembourgeois, on recrute par exemple des personnes venant de France, ou en France, depuis des années, on a aboli la spécialité des infirmiers, c'est-à-dire il n'existe qu'un diplôme unique. Alors que vous travaillez en soins intensifs, que vous travaillez en soins psychiatriques, vous avez un diplôme unique. Et à mon avis, à mon humble avis, je pense qu'on ne peut pas se passer de spécialité et de spécialisation dans ce domaine très spécifique. Tout à fait, je vous rejoins dans vos remarques, Madame Schmitz. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vais tout doucement clôturer cette conférence en vous remerciant encore une fois pour votre temps, Madame Schmitz, pour la préparation de votre exposé qui était très intéressant. Vous êtes une professionnelle, vous avez l'expérience du milieu. C'était pour nous, et je l'espère pour les participants, intéressant un petit peu d'avoir le point de vue d'une personne, entre guillemets, de l'autre côté du miroir, de la barrière. Nous, en tant qu'AFPL et les participants, la plupart, je pense, sont des personnes soit concernées. Je sais qu'il y a quelques personnels médicaux aussi parmi les participants, mais pour nous, c'était très intéressant d'avoir votre vue de professionnel sur ce métier qu'on ne connaît effectivement pas toujours très bien dans les détails. Vous nous avez expliqué les différentes choses qu'on attendait, enfin qui étaient plutôt demandées dans le cursus d'un infirmier, choses voilà, que j'ai découvertes ce soir dans les détails. Et encore une fois, j'insiste sur un point, l'infirmier psychiatrique est une aide pour les personnes qui ont des troubles mentaux. Et je rejoins encore, vous l'avez dit vous-même, les conférenciers d'hier et d'avant-hier. Et ce n'est pas seulement les infirmiers, les personnels soignants qui sont très importants, bien sûr, pour leur établissement, mais aussi il y a la famille qui doit participer activement. Il y a tous les réseaux autour d'aide qui existent ou qui sont encore à développer à Luxembourg et qui permettent de remettre de la confiance envers ces personnes qui ont des troubles mentaux. Madame Schmitz, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je remercie tous les participants qui nous ont rejoints ce soir sur notre session Zoom et sur Facebook. Il y a environ, j'ai compté, une quarantaine de personnes en tout qui nous ont rejoints. Merci à vous toutes et à vous tous. Et bien sûr, merci à tous les membres du comité sans lesquels tout seul je ne pourrais pas achever les lourdes tâches que nous avons sur notre agenda et que nous continuerons à mener à bien. Merci. N'oubliez pas notre conférence demain avec Madame Claret sur la Soteria, une institution en Suisse qu'il sera très intéressant de découvrir. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain. Au revoir. Au revoir.